Quand on commence le trading, on entend souvent parler de l'analyse technique, les supports, les résistances, les fair value gap, les order blocks. Mais la réalité derrière tout ça, c'est que les plus gros mouvements sont créés par une seule chose, la fondamentale. Et aujourd'hui, on va donc voir ensemble ce qu'est réellement l'analyse fondamentale, pourquoi elle est indispensable dans ton trading et comment toi aussi tu vas pouvoir l'intégrer dans ton trading et ce de manière quotidienne. Mais avant de débuter, n'oublie surtout pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Et puis c'est parti, let's go. Dans un premier temps, on va donc voir ce qu'est l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, de manière très simple, ça consiste tout simplement à analyser l'économie d'un pays pour savoir comment se porte sa monnaie. Et donc entre autres d'en anticiper son évolution. Mais tu le verras, elle n'est pas utile que pour la monnaie. Chaque grande économie, donc chaque pays, ni plus ni moins, possède sa grande banque centrale. Par exemple, aux États-Unis, tu as déjà dû en entendre parler, on parle souvent de la Fed, donc entre autres de la Federal Reserve. En Europe, c'est la BCE, donc la Banque Centrale Européenne. Au Royaume-Uni, on a la Bank of England. Et au Japon, on a la Bank of Japan. Leur rôle ici, comme je te l'ai mis, n'est pas de faire monter ou baisser les marchés, leur mission est de maintenir une économie stable. Pour cela, ils cherchent principalement à atteindre deux objectifs: maintenir une inflation sous contrôle, favoriser une croissance économique durable, avec un marché de l'emploi solide. Et c'est là justement que ça devient intéressant, car pour agir sur l'économie, les banques centrales disposent d'un outil central à leur disposition. Cet outil, ça s'appelle les taux d'intérêt directeurs. Donc contrairement à l'analyse technique qui te dit où acheter et où vendre, l'analyse fondamentale, te répond à la question du pourquoi. Pourquoi le marché va monter ou pourquoi le marché va baisser. Ici, on va surtout chercher à comprendre pourquoi les investisseurs veulent acheter ou vendre un actif. Car retiens bien que derrière chaque mouvement, il y a une raison. Une publication économique, une décision de la banque centrale, une guerre, une crise financière, une catastrophe naturelle, une élection, une baisse de l'inflation ou une hausse du chômage. Et on le verra d'ailleurs juste après, mais le marché ne bouge pas en fonction des chiffres. Le marché va réagir à la différence entre ce qui était attendu, donc le prévisionnel, et ce qui a réellement été annoncé, donc le chiffre actuel. Prenons un exemple. Le marché prévoit une inflation à 2,8%. Donc c'est un prévisionnel. En revanche, le chiffre actuel, le chiffre qui sort, est à 2,5%. Cela signifie tout simplement que l'inflation ralentit plus vite que prévu. Les investisseurs pourraient s'attendre à ce que la Fed, donc la Federal Reserve, puisse baisser ses taux. En conséquence, très généralement, le dollar va baisser, les actions vont monter, et comme tu t'en doutes, si le dollar baisse, l'or quant à lui va augmenter. Donc justement, ici, on va voir quelles sont les grosses annonces économiques à prendre en compte et celles que tu dois absolument suivre en étant trader. La première, c'est les données du CPI et justement, je te montrerai l'interface tout à l'heure pour que tu vois un petit peu mieux à quoi ça correspond. Quoi qu'il en soit, la première donnée, c'est le CPI, c'est ce qui mesure l'inflation. Comme tu peux le voir, le CPI mesure l'évolution des prix et donc ça fait partie, comme tu l'auras compris, des statistiques les plus surveillées, notamment par les banques mais aussi par les retail, donc les traders comme toi et moi. Par la suite, on a le PIB, donc ça tu as sûrement dû le voir déjà auparavant, mais voilà, le produit intérieur brut, donc c'est la richesse qui est créée par un pays, tout simplement. Un PIB élevé signifie une croissance, je pense que je ne taperai rien, et un PIB faible signifie tout simplement un ralentissement de l'économie. Ensuite, on va avoir le PMI, l'ISM, il mesure l'activité, lui, quant à lui, des entreprises. Au-dessus de 50, on considère que c'est une expansion, et en dessous des 50, c'est une contraction. Par la suite, on va avoir les NFP, et ça tu le verras, c'est très important, tu as sûrement déjà dû en entendre parler, les Non-Farm Payroll. C'est tout simplement ce qui mesure la création d'emplois aux États-Unis. Et là, je parle uniquement pour les États-Unis. C'est la publication la plus volatile du mois, et tu as sûrement déjà dû le voir, mais si tu trades lors des NFP, le marché devient très volatile. C'est pour ça que lorsqu'on a les NFP, donc des annonces au niveau de l'emploi, on reste très prudent et on se retire un petit peu des graphiques. Si on a beaucoup d'emplois qui sont créés, on considère que l'économie est forte, et par la suite, si peu d'emplois est créé, on considère que l'économie est en ralentissement. Ensuite, on va avoir bien évidemment le taux de chômage, il complète donc le NFP. Un chômage faible montre une économie solide, c'est logique, et un chômage qui remonte montre un ralentissement. Et enfin, pour finir, même s'il en existe d'autres qui ont plus ou moins d'importance, je pense que je terminerai avec les ventes au détail. Encore une fois, elles vont nous indiquer un petit peu comment se portent les ménages, donc elles nous montrent si les consommateurs dépensent. Et donc aux États-Unis, comme tu l'auras compris, c'est très important, notamment avec ce que je t'ai marqué juste en dessous, la consommation représente
près de 70% du PIB, donc c'est un facteur qui est quand même assez important à suivre. Donc par la suite, comme je te l'ai mis, des ventes solides indiquent généralement une économie robuste. Et à l'inverse, si on a un ralentissement au niveau des ventes au détail, ça pourrait tout simplement nous montrer que les ménages ont de moins en moins d'argent et que c'est potentiellement un signe notamment d'inflation. Et donc justement, ça m'en fait venir à la suite de cette vidéo, qui sont tout simplement les sites où tu vas pouvoir consulter toutes ces données. Donc dans un premier temps, pour tout ce qui concerne les news de base, suivre un petit peu voilà, les cours, etc., les cours au niveau par exemple du pétrole ou autre, tu peux te servir de Boursorama. Moi j'aime énormément boursorama.com, notamment au niveau des articles, ils sont quand même généralement assez complets. Donc voilà, là on avait un petit point notamment au niveau de la Fed. À l'heure où je vous parle, hier soir on a eu un petit bilan, un petit compte rendu au niveau FOMC. Donc ça pouvait être intéressant justement par la suite d'avoir un petit peu la direction. Et là, comme on peut le voir, le nouveau président de la Fed, donc Kevin Warsh, n'excluait pas avec les responsables justement une hausse des taux d'intérêt. Donc par la suite, comme je te l'ai dit, on pourrait donc s'attendre dès septembre à avoir justement un rehaussement au niveau des taux pour calmer l'inflation, justement. Et ça m'en fera venir au second point par la suite, où je t'expliquerai exactement à quoi servent les taux directeurs et surtout pourquoi les banques les utilisent. Donc voilà, Boursorama est top au niveau voilà, actu. Ici, tu as actu, donc tu peux retrouver voilà, plusieurs articles justement voilà, pour être un petit peu au courant et savoir un petit peu quels impacts ça pourrait avoir. Par la suite, voilà, tu as la partie bourse où justement tu peux consulter les cours. J'aime assez bien l'interface, c'est quand même assez intuitif. On a quand même des graphiques assez clean, on a plein de voilà, des conseils, des analyses techniques, etc. Donc c'est vraiment hyper complet. Personnellement, j'apprécie énormément le site de boursorama.com. D'ailleurs, je m'en sers énormément du coup pour tout ce qui est news et actu. Par la suite, un petit peu dans le même style, on va retrouver Investing Live. Et donc ici, de manière très simple, tu vas retrouver les catégories Forex, crypto, où justement, tu vas avoir toutes les news. Donc par exemple, ici, voilà, là, le temps que ça se traduise, l'USD/JPY continue de grimper dans un contexte négatif. Donc voilà, parce qu'on a des petites complications en ce moment, enfin à l'heure du moment où je tourne cette vidéo, on a des petites complications concernant le yen japonais notamment. Donc voilà, le yen japonais ne se porte pas très bien à l'heure actuelle, et donc forcément, du coup, ça nécessite, ça suscite, pardon, des préoccupations, notamment car le yen perd de plus en plus de sa valeur. Par la suite, voilà, le dollar se maintient plus bas après que Trump ait déclaré que l'Iran voulait à nouveau conclure un accord. Enfin bref, quoi qu'il en soit, voilà, je pense que tu as compris. Tu as d'autres news du coup, en fonction bien évidemment de ce que tu trades, tu choisiras Forex. Si tu trades la crypto, tu te dirigeras plutôt du coup sur la partie crypto-monnaie pour peut-être avoir un peu plus de détails, notamment là tu vois on a un petit détail au niveau du BTC USD. Donc voilà, ça peut être intéressant et encore une fois à choisir en fonction de ce que tu trades. Un site d'ailleurs que je me sers énormément, c'est financialjuice.com. Justement sur ce site, on a vraiment toutes les news en temps réel. Alors dans toutes les formes possibles, dans le sens où ils vont pas... c'est pas un site où tu vas retrouver un article complet, justement, qui va te détailler de A à Z exactement ce qui se passe, etc., etc. Non, là, on est vraiment sur quelque chose de brut. On donne l'information et c'est à nous de l'interpréter. Mais ce qui est hyper pertinent avec ce site, c'est que tu as toutes les news en temps réel. Et c'est vraiment ça le gros plus, c'est que lorsque tu es trader, c'est hyper intéressant d'avoir cette page ouverte à côté de ton graphique et pouvoir savoir un petit peu quand est-ce qu'il y a des news qui peuvent être un petit peu dangereuses pour toi, notamment si tu veux te placer en position ou si tu as une position déjà ouverte. Donc comme tu peux le voir juste ici, tu vas avoir les news de base. Alors bien sûr, en haut, tu auras plusieurs catégories. Moi, je suis toujours sur la catégorie indice parce que je trouve que c'est le plus pertinent, malgré que je trade le gold. Mais quoi qu'il en soit, voilà, pour moi, c'est la catégorie la plus pertinente. Mais après, voilà, tu peux te créer ta catégorie en fonction des paramètres que tu choisis. Par la suite, tu le verras, on va avoir voilà, des petits encadrés comme ça où tu vas avoir un petit récap au niveau de l'indice et de la peur. Tu vas avoir tout plein de news datées, bien évidemment, et avec justement, juste en bas, ce que ça concerne. Donc là, on voit que c'est concernant les US, les indices US, ça concerne le dollar et ça concerne aussi la Chine. Donc par la suite, tu vas aussi retrouver les news qui sont très importantes et qui pourraient justement être
considérées comme négatives. Alors, justement, lorsque tu vas avoir des news importantes qui ont leur importance concernant, par exemple ici, le dollar, mais aussi le marché du forex, tu vas les voir apparaître en rouge. Et justement, c'est celles-ci qui vont avoir le plus d'importance. Du moins, il va falloir rester vigilant parce que ça pourrait avoir un impact en fonction de l'actif que tu trades. Donc c'est hyper important et je trouve que Financial Joe, est vraiment un condensé en fait de news, hein, ni plus ni moins, où justement tu as les news de manière brute et à toi de t'en faire ta propre interprétation et surtout de rester attentif en fonction de ce qu'il y aura. Par la suite, site hyper important et je te conseille vraiment de l'utiliser, c'est investing.com. Sur investing.com, tu vas justement avoir un calendrier économique. Alors bien évidemment, tu as d'autres sections, mais à mon sens, le calendrier économique, il est vraiment hyper pertinent dans le sens où déjà il est très bien présenté et puis en parallèle de ça, voilà, on a l'importance qui est très bien mentionnée ici. Donc comme tu peux le voir, tu as les 2 étoiles, les 3 étoiles qui ont une importance majeure et encore une fois, on retrouve quoi par exemple aujourd'hui, ce jeudi 9 juillet 2026, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc pour l'instant, on peut voir que justement les inscriptions au chômage ont baissé. Donc généralement, c'est un bon signe donc pour l'économie. Comme tu peux le voir ici, le prévisionnel était de 218, donc ça c'est ce qu'on anticipait, ce que le marché anticipait. Et par la suite, le chiffre actuel, donc le chiffre officiel qui est sorti, est de 215 000. Donc par la suite, tu peux avoir aussi une vue sur la semaine, donc juste ici, avec justement le détail par jour, où tu peux justement revenir le consulter pour te faire un avis général, par exemple, sur le mois. Donc juste ici, tu as les légendes. Donc je trouve qu'il est assez bien présenté aussi. Moi, personnellement, je m'en sers au quotidien. Tu as aussi les jours fériés, les résultats, dividendes. Donc voilà, ici, par exemple, tu as le calendrier des jours fériés. Donc ça te permet tout simplement, en fait, au-delà du calendrier économique, de savoir les jours qui sont fériés en fonction, bon, bien évidemment, tu peux filtrer en fonction du pays qui t'intéresse, mais si par exemple tu trades l'or ou si par exemple tu trades les devises, notamment l'euro par exemple, tu pourras filtrer en fonction de la zone euro et de la zone US, car c'est principalement du moins ce qui va t'intéresser en fonction de l'actif que tu vas trader. Bien évidemment, tu vas y retrouver le cours des actions, des devises, des matières premières, donc ça, personnellement, je ne te conseille pas vraiment de le consulter ici, mais voilà, ça reste toujours une interface qui est spécialement dédiée du coup aux investisseurs, aux traders de manière générale, et tu as beaucoup d'informations. Donc je te laisserai de ton côté aller regarder un petit peu tout ce qui est proposé. C'est un site qui est assez complet et qui pour ma part reste un des meilleurs à l'heure actuelle. Par la suite, un petit peu dans le même concept, on va retrouver trading économique. Et c'est un petit peu le même principe d'ailleurs que investing, sauf que la présentation n'est pas tout à fait la même. Mais quoi qu'il en soit, c'est le même type de site. Donc voilà, trading économique, c'est un petit peu le même concept qu'investing.com, mais du coup avec une interface un petit peu différente. Personnellement, j'aime un petit peu moins. Encore une fois, pareil, tu peux choisir en fonction des pays, tu peux filtrer bien évidemment en fonction de l'impact. Si par exemple tu veux garder que les 3 étoiles, en fonction de l'importance. Et par la suite, on peut voir encore une fois la même news qu'on a eu nous aujourd'hui sur Investing, c'est-à-dire justement la vente de logements aux États-Unis, juste ici. Donc on peut voir que justement, on a eu moins de logements encore une fois ici, qui se sont vendus comparés au précédent, et que du coup, le forecast était au-dessus, était supérieur aux attentes juste ici. Donc ça, c'était le prévisionnel. Le forecast, c'est le prévisionnel. Ça, c'est le chiffre actuel qui est sorti. Et ça, c'est le précédent. Donc voilà, par la suite, encore une fois, tu auras la même chose, tu retrouveras les marchés avec justement les cours des marchés, les nouvelles, tu auras une partie news aussi sur le côté où tu pourras choisir un petit peu ce qui t'intéresse, notamment au niveau de l'économie, etc. Autre site dans le même type que investing.com et Trading Economics, c'est Forex Factory, ça fait partie des plus connus. Personnellement, c'est pas mon préféré. C'est pas du tout mon préféré personnellement, mais voilà, je te laisserai encore une fois, c'est pour ça que je t'en présente plusieurs, je te laisserai, c'est pour vraiment que tu aies une idée générale et que tu choisisses celui avec l'interface entre guillemets qui te correspond le mieux et surtout celui qui est le plus pratique pour toi. Donc par la suite, du coup, comme tu peux le voir, c'est la même chose, hein, tu vas avoir en fonction des priorités, pardon, tu vas avoir ici pareil, actual, forecast, donc justement le prévisionnel,
et le précédent et donc par la suite, du coup, tu pourras, retrouver exactement les mêmes données, ou voire à quelque chose près, justement au niveau, des informations. Encore une fois, c'est la même chose, tu as les news, tu as, market, donc justement tu as les cours, même affichés juste ici. Donc voilà, tu peux te faire, vraiment, ton idée. Ici, le petit plus, c'est que bon, un peu tout est sur la même page dans le sens où tu as quelques news, pas un site très intuitif, donc pour ma part, c'est pas mon préféré. Mais encore une fois, voilà, je t'en présente plusieurs, au moins tu pourras, choisir un petit peu ce que tu préfères. Ici aussi, tu auras un site qui s'appelle mataf.net, juste ici, où tu vas pouvoir, retrouver encore une fois, voilà, les calendriers forex, la bourse en général, les matières premières, donc tout ce qui va être les graphiques. Tu as les cours en direct juste ici, tu peux choisir en fonction de ce que tu souhaites avoir. Tu vas avoir des outils de trading, donc volatilité du forex, distribution des prix, corrélation. Donc ça, ce sera intéressant, on y reviendra normalement plus tard. Et par la suite, tu vas avoir aussi tout ce qui est taux des banques centrales. Donc justement, tu peux les consulter directement en direct. Donc on peut voir qu'en Europe, on a 2,4%, que par exemple, je dis une bêtise, donc par exemple ici, les Canadiens, ils sont à 2,25, aux États-Unis, 3,75 et au Japon, on est à 1%. Donc voilà, ça te permet d'avoir d'un coup d'œil un petit peu les taux tout simplement des banques centrales. Par la suite, voilà, tu as aussi au niveau de la conversion, donc tout ça c'est la conversion dollar avec le franc par exemple, la conversion du franc congolais. Voilà, tu verras un petit peu que c'est quand même assez complet. C'est à mon sens pas un site que tu vas te servir tous les jours, mais voilà, ça peut venir en complément justement de ton analyse si tu souhaites aller plus loin, notamment si tu traites le forex. Par la suite, bien évidemment, tu vas retrouver tout ce qui est site. Par la suite, bien évidemment, tu vas retrouver tout ce qui est médias américains. Donc moi, je te recommande vraiment le CNN Business. C'est vraiment top. Là aussi, tu vas pouvoir avoir un maximum de données, notamment sur, voilà, sur l'actualité aux États-Unis en temps réel. Donc vraiment, ça, c'est un site que je te recommande parce que déjà, dans un premier temps, c'est des sources sûres, c'est des sources fiables. CNN, si tu ne connais pas, c'est tout simplement un média américain. Et justement, là, on est sur la partie business. Donc tu peux avoir toutes les données au niveau de la tech, au niveau voilà, des marchés. Donc voilà, là c'est toutes les données au niveau de la tech. Tu vas avoir tout ce qui recense la techno, Apple, au niveau des supercomputers chinois. Enfin bref, voilà, tu vas avoir tout OpenAI, tu as vraiment toutes les données. Donc ça c'est vraiment le top du top du top. Et après, bon, bien évidemment, je pourrais t'en citer des dizaines et des centaines, mais il en existe énormément que tu vas pouvoir retrouver. Tu as ABC News aussi. Voilà, je te laisserai un petit peu faire tes recherches. Tu as plein de médias au niveau américain. Maintenant que tu connais donc les sites essentiels à intégrer dans ton trading, on va directement s'intéresser à pourquoi une banque changerait-elle ses taux d'intérêt. Et l'une des principales raisons à ça, c'est pour lutter contre l'inflation. Imaginons une économie où tout va très bien. Les entreprises recrutent, les salaires augmentent, les consommateurs dépensent davantage, les entreprises de leur côté investissent, et donc ici les banques accordent des crédits facilement. Au départ, tout ça semble être une bonne chose. Et si tout le monde consomme et investit en même temps, la demande devient beaucoup trop forte d'un seul coup. Par la suite, l'offre ne peut plus suivre. Les entreprises, donc comme tu l'auras compris, n'arrivent pas à produire suffisamment à temps et donc en conséquence, elles augmentent leur prix. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et si cette inflation devient trop importante, elle réduit progressivement le pouvoir d'achat, ce qui est totalement logique, étant donné que plus les prix sont chers, moins les gens sont tentés de consommer. Et donc c'est à ce moment-là que la banque centrale, que ce soit la Fed, la BCE, la Bank of England, augmente ses taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'elle cherche volontairement à ralentir l'économie. Et donc dans le sens inverse, pourquoi une banque centrale baisserait-elle ses taux? Cette fois-ci, la situation est légèrement différente. L'économie ralentit, les entreprises investissent beaucoup moins, le chômage peut augmenter, et ici, il y a un fort risque de récession. Pour relancer l'activité, la banque centrale va alors baisser ses taux. L'argent devient moins cher, les banques peuvent investir davantage, les entreprises peuvent consommer et investir davantage elles aussi. Les ménages peuvent emprunter plus facilement, que ce soit pour acheter une maison, une voiture, un appartement, peu importe. La consommation repart progressivement et donc progressivement on se retrouve sur une économie en croissance. Et donc ici on peut résumer très simplement le rôle des taux. Lorsqu'on a une inflation trop élevée, la banque centrale va augmenter les taux dans le but de freiner l'économie. A l'inverse, lorsqu'on a une économie
trop faible, la banque centrale va baisser ses taux pour stimuler la croissance. On va ensuite continuer sur une autre partie, c'est les corrélations du marché. Car une erreur très fréquente que la majorité des débutants font, c'est de regarder le graphique uniquement de l'actif qu'ils tradent. Pourtant, comme on va le voir, il y a beaucoup d'actifs qui sont liés les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les corrélations. Une corrélation désigne tout simplement la relation qu'ont deux actifs l'un envers l'autre. Cette relation peut être positive ou négative. Dans le cas où elle est positive, les deux actifs évoluent dans la même direction. Dans le cas où elle est négative, comme tu l'auras compris, quand l'un a tendance à monter, l'autre a tendance à baisser, on parle d'une corrélation négative. Et donc pour que tu comprennes bien, on va prendre un exemple et on va partir sur l'exemple qui est l'un des plus connus, c'est la relation entre le dollar et le gold. Comme tu t'en doutes déjà probablement, l'or est coté en dollars. Lorsque le dollar se renforce, il devient donc plus coûteux pour les investisseurs d'acheter de l'or. La demande très généralement va donc baisser, ce qui peut donc exercer une certaine pression sur l'or. A l'inverse, si le dollar a tendance à s'affaiblir, l'or va devenir donc plus accessible. La demande dans ces cas-là va donc augmenter. Et donc généralement pour ces deux actifs, on parle d'une corrélation négative, car lorsque l'un monte, l'autre a tendance à baisser. Mais attention toutefois, cette relation n'est pas toujours systématique. Et il arrive même quelquefois qu'en période notamment d'incertitude, les deux actifs puissent monter en même temps ou descendre en même temps. Car les deux actifs sont l'un et l'autre considérés comme des valeurs refuges. Donc attention à regarder un petit peu le contexte, mais tu le verras, la majorité du temps, les deux actifs sont corrélés négativement et évoluent l'un et l'autre à l'opposé. Donc par exemple ici, je suis sur le cours du DXY et si tu veux tout simplement voir un petit peu les corrélations qu'il peut avoir avec d'autres actifs, rien de bien compliqué, tu vas simplement aller juste ici sur le petit plus, comparer les symboles et par exemple ici tu vas pouvoir le comparer avec le XOUSD par exemple, hop, tu cliques dessus et là tu vas avoir juste ici le cours de l'or juste ici au-dessus et donc tu vas justement pouvoir comparer un petit peu leur évolution lorsqu'ils évoluent dans le même sens et justement on peut voir qu'ils sont opposés, c'est-à-dire que lorsque par exemple le DX monte, on peut voir que le gold lui a tendance à chuter et ici c'est un petit peu la même chose, ici on a un petit retracement baissier notamment sur le DX et on peut voir que sur le gold on a tendance plutôt à remonter et d'ailleurs c'est exactement ça, si on passe sur le graphique du gold, comme tu peux le voir il a tendance à monter. Bon, bien évidemment là je t'ai mis tous mes dessins mais voilà, si je t'enlève tout ça, ça donne quelque chose dans ce style. Et donc pareil, si tu veux encore une fois faire à l'inverse, tu enlèves celui-ci et tu vas tout simplement cliquer donc sur le DX, hop. Voilà, et du coup tu vas pouvoir voir un petit peu, ils évoluent l'un à l'opposé de l'autre, et d'ailleurs on peut très bien le voir, on peut très bien le voir ici, par exemple, clac, et tandis que l'autre du coup, hop, évolue dans ce sens. Donc on peut très clairement voir qu'ils évoluent à l'opposé. Et donc maintenant on va comparer par exemple à titre indicatif et tu vas le voir ils sont corrélés positivement cette fois-ci pour te donner un petit peu les deux cas de figure. Le XAG USD, donc l'argent contre le dollar américain est très corrélé donc de manière positive au gold. Donc on va le voir par exemple ici, nouveau volet, clac. Voilà, on le voit, ils évoluent dans la même direction. Donc après, bien évidemment, voilà, tu peux agrandir un petit peu tout ça, le mettre au-dessus, voilà, le mettre de la manière que tu veux. Mais comme tu peux le voir, ils évoluent du moins dans la même direction. Hop, ça c'était pour une autre vidéo. Et donc, quoi qu'il en soit, tu le vois très bien juste ici, ils évoluent dans la même direction. Donc là, on parle d'une corrélation qui est justement positive, car on a justement les deux graphiques qui évoluent de manière simultanée. Ensuite, si je te prends par exemple l'exemple du S&P 500, hop, on va sur le cours du S&P 500, donc par exemple juste ici, hop. Donc on va juste enlever tous les dessins. Donc ici on est sur le graphe du S&P 500. Donc, par exemple ici si je veux comparer avec le Nasdaq, donc on va taper Nas 100, voilà, hop, clac, et juste ici on peut voir quoi? Que le Nasdaq, alors j'aurais bien aimé le mettre sur un nouveau volet, c'est la petite erreur que j'ai pas faite. Hop, je vais le mettre. Parce que tu as le choix du coup sur la même échelle, sur un nouveau volet, c'est quand même mieux de l'avoir sur un nouveau volet, comme ça l'un et l'autre n'empiètent pas. Donc voilà, juste ici, tu peux voir que cette fois-ci, encore une fois, le Nasdaq et le S&P 500 sont corrélés
positivement, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans la même direction et tu peux le voir d'ailleurs, hop, juste ici, bon j'ai mes dessins qui réapparaissent mais c'est pas très très grave et donc hop, tu peux le voir, ils évoluent dans la même direction et on est sur des graphiques qui sont très similaires avec des mouvements qui sont très similaires, ce qui est tout à fait normal car les 500 entreprises, donc les 500 plus grosses entreprises du S&P 500, du coup on retrouve 100 entreprises, donc tech cette fois-ci, qui font elles-mêmes partie du coup du S&P 500. Donc le Nasdaq, pour rappel, c'est les 100 plus grosses entreprises tech des États-Unis et pour le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises, tout domaine, tout secteur confondu. Donc c'est pour ça qu'ils évoluent de manière très corrélée, donc positivement, étant donné surtout que parmi les plus grosses entreprises du S&P 500, donc celles qui font vraiment bouger le cours, on y retrouve énormément d'entreprises qui font partie du Nasdaq. Donc c'est pour ça qu'ils évoluent de manière très liée. Alors bien évidemment, des fois on peut avoir des petites incohérences, on le voit d'ailleurs ici par exemple, ici, mais voilà, ici c'est pareil, ici on a rebaissé un petit peu, là on n'est pas venu retester ces niveaux, donc voilà, ils sont corrélés, ça ne veut pas dire que le graphique sera spécialement identique, bien au contraire, il y aura des petites incohérences, des petites divergences, et ça on le verra dans d'autres vidéos, mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est important de savoir un petit peu dans quelle direction l'un et l'autre vont, et surtout d'arriver à repérer ces incohérences, d'arriver à repérer justement s'ils sont corrélés de manière positive ou négative, et ça va te permettre aussi d'anticiper un petit peu ce qui va se passer sur l'actif que tu traites. Ensuite, je voulais te parler d'un autre point, c'est ce qu'on appelle le VIX. Le VIX, qu'est-ce que c'est concrètement? Le VIX, c'est tout simplement, c'est marqué ici, mais c'est tout simplement un indice au niveau de la volatilité. Ça concerne majoritairement du coup les indices, donc comme tu l'auras compris, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, peu importe, mais quoi qu'il en soit, voilà, il est spécialement du coup conçu pour le marché américain, donc majoritairement du coup les indices, c'est l'indice de la peur, ni plus ni moins. C'est-à-dire, c'est ce qui mesure un petit peu le sentiment au niveau du marché. Est-ce que les marchés sont justement en euphorie, en complaisance? Donc là, on va dire que sur ces niveaux, c'est pas mal. Est-ce qu'ils sont plutôt sur des niveaux de vigilance, donc vers les 19 points par exemple? Est-ce qu'on est sur des niveaux d'alerte? Et d'ailleurs, on peut très bien le voir, si je pars sur mon graphique, notamment en daily, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Alors, c'est pas un graphique qui est très très beau, c'est juste pour mesurer du coup un petit peu la peur sur les marchés, et ça va t'être utile aussi si tu traites les indices notamment. Donc en fait, si tu veux, par exemple, tu vois qu'on a atteint des niveaux de panique. C'était quand? C'était le 21 avril 2025. Ici, c'est pareil, on a atteint des niveaux de forte alerte, voire on s'est même rapproché des niveaux de panique. Du coup, le 11 mars 2026, ça correspond tout simplement à la période où s'est déclaré un petit peu le conflit au Moyen-Orient. Donc, du coup, lorsque justement on a de l'incertitude, de la peur, on va se retrancher sur des niveaux de panique et d'alerte forte. Et justement, quand les marchés vont un peu mieux, qu'il n'y a pas de tension géopolitique majeure, que l'économie se porte bien et que il n'y a aucune incertitude en fait, ou très peu, on se retrouve dans des niveaux de vigilance, voire d'euphorie, de complaisance. Donc voilà, retiens bien que ces niveaux, c'est des bons niveaux et que ceux-ci, ils sont plutôt à éviter, mais malheureusement, comme on l'a vu d'ailleurs très récemment, justement, on ne peut pas l'éviter et on vient atteindre des seuils d'alerte, voire même de panique. Bien évidemment, quand on atteint des niveaux tels que celui-ci ou celui-ci, c'est qu'il y a des événements majeurs qui ont eu lieu. Donc là, juste ici, en avril, si on prend cet exemple juste ici, ça correspond tout simplement au conflit commercial entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc ici, pareil, on avait largement dépassé les niveaux de panique et du coup, ça correspond à mars 2020. Donc c'était la période Covid. Donc je vais vous le marquer, période Covid-19. Et on le voit d'ailleurs en fonction des priorités, le Covid-19 était vraiment un événement majeur. Bon là ici on a atteint des niveaux critiques, mais même quand on se retrouve déjà dans des niveaux tels que ceux-ci, on a déjà un affolement au niveau du marché, mais alors quand on atteint des seuils comme par exemple ici, on a atteint les 85. Donc en bref, là ça vous indique un petit peu la peur, le sentiment au niveau des marchés, et c'est surtout hyper utile pour vous en fait de les avoir, notamment si vous tradez les indices ou si vous tradez
du moins des actifs qui ont un rapport avec le marché américain. Ensuite, bien évidemment, que serait-ce parler de corrélation si on ne parlait pas du pétrole avec son lien avec le dollar. Le pétrole, comme tu l'auras compris, est lui aussi coté en dollars, d'où aussi le système du pétrodollar qui est encore un petit peu différent, mais comme tu l'auras compris, tout est lié au dollar. Donc de manière générale, un dollar plus fort peut d'une certaine sorte réduire la demande mondiale. Tout simplement car le prix du baril coûte plus cher et donc que vont faire les acheteurs? Se tourner vers d'autres devises. Et donc de manière générale, beaucoup plus cher pour les pays qui n'utilisent pas le dollar à la base. Même si la relation entre le dollar et le pétrole n'est pas forcément parfaite, comme toute corrélation d'ailleurs je dirais, c'est quand même un élément central à surveiller. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu lors du conflit au Moyen-Orient, que justement le cours du pétrole, donc là je suis sur le cours du Brent, et que le cours du Brent du coup avait fortement augmenté. Donc on peut très bien le voir, on était sur des niveaux assez corrects, environnant les 60 dollars le baril, et puis on est venu faire justement des tops juste ici sur les 113 dollars. Donc pour vous, ça paraît peut-être rien sur un graphique lambda. Ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est que tout ça, ça a un impact sur le marché, ça a un impact justement sur les consommateurs, et que derrière, le système fonctionne grâce au pétrole. L'économie mondiale est basée sur le pétrole. Je dirais même que si le pétrole est impacté, le monde est impacté. Et vous l'avez d'ailleurs vu lors de ce fameux conflit où justement on a eu un blocage au niveau du détroit d'Ormuz qui a donc complètement chamboulé la livraison, l'acheminement du pétrole, ce qui fait que du coup moins on avait d'offres avec une demande qui était elle inchangée. Donc on a eu ce déséquilibre entre l'offre et la demande, ce qui a fait donc considérablement exploser le prix du baril. On a eu notamment aussi, hormis le détroit d'Ormuz, mais on a aussi eu des raffineries qui ont explosé. Et donc comme tu l'auras compris, la raffinerie c'est ce qui permet de transformer le pétrole brut en une substance que nous pouvons utiliser, que ça soit le carburant, mais aussi pour faire du kérosène. Donc sans ces raffineries, littéralement, le pétrole ne sert à rien. Donc en fait, on a eu un cumul de facteurs qui ont fait que le pétrole a fortement augmenté, ce qui, du coup, indirectement, plus le risque géopolitique, du coup, a créé une panique sur les marchés. Et donc, ce qui fait que tous les marchés ont été impactés, du dollar jusqu'à l'or, mais aussi sur les indices. Et donc, concrètement, aucun actif n'a été épargné. Je tiens aussi à faire un petit point, notamment sur les corrélations. C'est hyper important de les regarder encore une fois. Mais retiens bien une chose, une corrélation, ce n'est jamais quelque chose de parfait. Donc les corrélations, elles vont évoluer en fonction du contexte géopolitique, du contexte économique, mais aussi en fonction des politiques monétaires. Et donc comme je te le disais tout à l'heure, par exemple lors d'une grosse crise, le gold et le dollar peuvent augmenter tous deux en même temps. Alors que habituellement, ils évoluent dans des directions opposées. Donc moi je te recommande vraiment d'utiliser les corrélations mais dans un but totalement supplémentaire, tout simplement pour t'en servir d'outil d'analyse complémentaire à combiner bien évidemment avec toute ton analyse technique au préalable. Ensuite bien évidemment on va faire un petit point notamment sur la géopolitique car je pense très clairement que ça fait partie des éléments qui sont au centre justement des marchés financiers et que c'est d'ailleurs l'une des principales raisons qui fait bouger les marchés. Que ça soit les conflits, les tensions diplomatiques, les décisions politiques, tout ça a un impact considérable sur les actifs. Donc par exemple, une guerre, une attaque militaire, des sanctions économiques comme c'est le cas par exemple en Russie avec le système SWIFT, une crise énergétique, une élection importante comme par exemple aux États-Unis, une instabilité politique. Lorsque le niveau d'incertitude augmente, les investisseurs, eux, retiennent bien une chose, c'est qu'ils cherchent à protéger leur capital. Alors, ils vont plutôt se tourner du coup vers des actifs qui sont considérés comme des valeurs refuges. L'or, les obligations américaines et parfois même le dollar américain. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'un des points fondamentaux, et notamment aussi sur le système mondial, c'est le pétrole. Et il existe d'ailleurs plusieurs points stratégiques, donc des points de passage, on appelle ça des checkpoints, où justement se passe le commerce mondial. On y retrouve des détroits, des canaux, et justement, parmi les plus importants, on y retrouve le détroit d'Ormuz qui a récemment été impacté. On y retrouve aussi bien évidemment le canal de Suez, qui relie tout simplement l'Europe à l'Asie,
l'Asie et qui elle aussi constitue l'une des routes mondiales les plus empruntées au monde. Très récemment aussi, tu as déjà dû entendre parler du détroit de Bab el-Mandeb qui est situé entre la mer Rouge et le golfe d'Aden, qui est lui aussi un détroit fondamental et essentiel au transport maritime. Je pourrais t'en citer d'autres tels que le canal de Panama qui est situé entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, mais retiens bien que lorsque l'un de ces passages est perturbé ou menacé par un conflit, des attaques, des tensions diplomatiques, les conséquences peuvent être très importantes et je pense d'ailleurs que tu l'as très bien vu lors du blocage à Hormuz. Les compagnies maritimes doivent parfois contourner ces zones lorsque c'est possible, ce qui allonge les trajets et donc indirectement ce qui augmente les coûts, notamment au niveau des marchandises. Et ça peut complètement perturber la chaîne d'approvisionnement. Cela peut, comme tu l'as compris, entraîner une forte hausse des coûts, notamment le prix de certaines matières premières comme le pétrole, le gaz, mais aussi les engrais par exemple, et donc alimenter indirectement des craintes inflationnistes et encore une fois se répercuter sur les marchés justement en augmentant l'incertitude. Et donc encore une fois dans ces cas-là, les investisseurs vont chercher à protéger leurs capitaux et donc encore une fois se rediriger vers des valeurs refuges. Et enfin, je finirai sur ça, je vais te prendre un tout petit exemple pour que tu comprennes de manière illustrée, schématisée comment ça fonctionne. Si un conflit éclate dans une région stratégique, donc on va prendre auquel cas le cas du Moyen-Orient, mais ça pourrait être aussi au niveau de la Turquie, donc pourquoi pas au niveau du canal de Suez, les marchés peuvent craindre une hausse des prix, notamment au niveau de l'énergie, comme je te le disais tout à l'heure. Le trafic étant perturbé et voire même pire, complètement arrêté, la demande de l'or augmente très généralement, car il est perçu tout simplement comme un actif capable de conserver sa valeur dans des périodes difficiles. Et je dis bien la majorité du temps, car ce n'est pas toujours le cas. À l'inverse, lorsque les tensions vont s'apaiser et que la situation va devenir plus stable, une partie de ces capitaux vont quitter ces valeurs refuges pour retourner vers des actifs plus risqués, comme par exemple les actions. C'est pourquoi lorsque tu trades le gold ou même l'argent et les matières premières, il est essentiel de suivre l'actualité géopolitique, mais aussi l'économie. Et donc pour conclure, l'analyse fondamentale, ce ne sont pas seulement des indicateurs économiques à suivre. C'est principalement une manière de comprendre pourquoi les marchés bougent et surtout qu'est-ce qui derrière influence les prix. Derrière chaque mouvement important, il y a une logique. Les banques centrales influencent le coût de l'argent par le biais des taux. Les données économiques, quant à elles, permettent d'évaluer la santé de l'économie. Et la géopolitique, quant à elle, peut modifier brutalement le niveau de risque et provoquer des mouvements très impulsifs sur le marché, et notamment sur des valeurs refuges, comme celle de l'or. L'analyse fondamentale, comme tu l'auras compris, ne sert pas à prédire le marché, car je le rappelle, personne ne peut savoir avec exactitude ce qu'il va se passer. Mais l'objectif derrière est plutôt de donner un contexte, un biais, une meilleure compréhension et une meilleure lecture du prix, et ensuite de combiner via l'analyse technique, qui va nous permettre de trouver un timing, une zone d'entrée, mais aussi une gestion de notre risque. Et c'est justement cette combinaison entre la lecture du contexte macroéconomique et l'exécution technique qui permettent d'avoir une approche beaucoup plus professionnelle du marché. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre l'analyse fondamentale, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like. Et surtout, n'oublie pas de me dire en commentaire le prochain concept que tu aimerais voir dans ma prochaine vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau concept. C'était Elisa. Ciao ciao.